Bonjour à tous, donc nous sommes en direct du salon Impact Who's Next, entièrement dédié à la mode responsable sur le plateau média Qu'est-ce que la mode, en partenariat avec la revue Unmade. Donc on est accueilli par l'agence artistique La Cour Paris sur le salon et donc on met en place durant 4 jours un plateau média pour questionner la mode avec ceux qui la façonnent et donc réfléchir aux problématiques et aux enjeux de la mode responsable aujourd'hui. Donc moi je suis Cécile Jeanne, donc je suis fondatrice, rédactrice en chef de la revue Unmade. Je serai accompagnée également durant ces 4 jours par Elsie Pommier, fondatrice du podcast Qu'est-ce que la mode. Et comme première invitée, on est ravis d'accueillir aujourd'hui Muriel Robin, qui est déléguée générale de l'association Cover et qui a créé donc l'association qui a créé le label Bien Apporté. Bonjour Muriel, merci beaucoup d'être avec nous. Je rappelle juste que le thème de cette journée, puisqu'il y aura un thème par jour, c'est la mode inclusive et solidaire. Donc on est effectivement plein dans le sujet, Muriel, avec ce que vous faites. Est-ce que vous pourriez déjà en quelques phrases vous présenter pour nos auditeurs et présenter justement l'association et le label Bien Apporté? Oui. Donc effectivement, je suis Muriel Robin, comme Muriel Robin avec un E à la fin, comme ça on s'en souvient. Je suis présidente donc de l'association Cover Dressing. Cover, ça signifie collectif autour du vêtement ergonomique. Et ce qu'on a créé, alors c'est plus tout à fait un label, mais c'est une expertise, on va dire, qui s'appelle Bien Apporté. Je crois que on comprend assez bien ce que ça veut dire. Voilà, comment être bien dans ses vêtements, même en situation de handicap ou avec une pathologie. Donc on travaille là-dessus, justement, amener la mode vers les besoins largement répandus des personnes qui ont des problématiques de santé. Donc effectivement, on est au cœur de la mode inclusive, comme je le disais. Alors avant qu'on aborde un peu plus précisément toutes ces problématiques de handicap, de vêtements ergonomiques, justement, comme le dit l'objet de votre association, est-ce que vous pourriez nous dire pour vous, qu'est-ce que la mode ? La mode, pour moi, c'est une façon d'habiter les choses, en gros. C'est habiter son époque, c'est un média qui permet d'habiter son corps. Donc, vu le sujet sur lequel on travaille, on voit à quel point c'est important. Ça permet d'habiter son époque, ça permet d'habiter un air du temps, ça permet d'habiter une fonction. Enfin, c'est un média qui est essentiel pour être un être social à part entière, humain à part entière. Voilà, c'est indispensable. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté très universel du vêtement, c'est ce qui est très intéressant, et que la fonction première, et c'est ce que vous disiez aussi dans l'article qu'on a fait sur vous dans le dernier numéro d'Unmade, donc écrit par Catherine Doriac, qui sera aussi donc rédactrice en chef adjointe aux impacts, qui sera aussi avec nous demain. La fonction première du vêtement, c'est quand même d'habiller les corps, et tous les corps. Et donc là, on en vient peut-être un peu plus précisément à ce que vous faites, puisque vous avez choisi de vous intéresser et de porter votre attention justement sur les personnes qui ont du mal à s'habiller avec la mode conventionnelle, entre guillemets, puisqu'ils ont des pathologies qui transforment, on va dire, leur rapport à leur corps et donc aux vêtements. Oui, exactement. Et ça concerne énormément de monde, en fait. C'est quand même bizarre que l'industrie de la mode s'en préoccupe peu. C'est 4 personnes sur 10, c'est ça ? C'est ça. Si on regarde les chiffres, c'est même plus que ça, je pense. Si on regarde les chiffres de l'INSEE, 38,2% des Français sont atteints d'une pathologie chronique ou durable. C'est-à-dire que ça compte pas les petits bobos comme la tendinite, le bras dans le plâtre, qui sont sacrément embêtants pour s'habiller aussi. Et parmi ces pathologies chroniques ou durables, il y a un tas de pathologies qui génèrent toutes des symptômes d'ordre cognitif, moteur, sensoriel, fonctionnel, etc. ou des problèmes morphologiques aussi. Et tous ces symptômes-là ont un impact sur l'habillement, sur le fait d'enfiler le vêtement, sur le fait de porter le vêtement, de pouvoir manipuler le vêtement, de retirer le vêtement. Enfin bref, tout cela s'est mobilisé pour ça. Ce qui veut dire que quand toutes ces personnes, donc c'est 4 Français sur 10 minimum, vont en boutique, ils vont rechercher un vêtement qui va pouvoir répondre à certaines de leurs contraintes. En tout cas, pas leur compliquer la vie, plutôt optimiser leur autonomie et leur confort. Et ça, c'est pas facile. D'autant que, alors elles arrivent à les trouver, donc c'est pas si compliqué que ça. La mode n'a pas besoin de complètement se révolutionner pour leur répondre. En fait, c'est plus culturel qu'autre chose. C'est que les vendeuses, les conseillères de vente en magasin ne les connaissent pas. Donc du coup, ils savent pas les diriger vers les bons vêtements.
et que les stylistes n'ont pas assez conscience non plus de ce que génèrent ces problématiques, ces différents symptômes, pour pouvoir agir sur le vêtement dès la phase créative et du coup améliorer son ergonomie. Et pourtant, ça, ce serait profitable à tout le monde et il s'ouvrirait un marché énorme parce que quand même, plus de 4 Français sur 10 qui sont laissés sur le côté de la route, c'est quand même un chiffre d'affaires important qui est oublié. Hein. Donc, tout à fait. Bon, là, on passe effectivement dans la dimension business, mais c'est vrai que la première utilité, c'est vraiment une utilité sociale et d'inclusion, comme on le disait. Donc, du coup, bien apporté, on le voit bien, vous avez vraiment une action de sensibilisation par rapport à toutes ces pathologies. Alors, peut-être, on peut parler d'un exemple. Alors, nous, on avait parlé effectivement de votre livre qui est sorti en 2021, donc S'habiller avec un syndrome d'Ehlers dans l'os. C'est ça, j'espère que je prononce bien. Oui, c'est ça. Du coup, est-ce que vous pouvez, peut-être à titre d'exemple, nous expliquer comment vous avez conçu ce livre, expliquer un petit peu pourquoi ce syndrome, justement, implique des problématiques particulières en termes d'habillement. Oui. Et au-delà de cette action de sensibilisation, qu'est-ce que vous faites aussi concrètement pour transformer, comme vous le disiez, amener l'industrie de la mode vers ce changement-là, vers plus d'inclusivité vestimentaire? Oui, je vais peut-être commencer par répondre à la deuxième question. D'accord, très bien, on peut tout à fait. C'est vrai que du coup, ça fait beaucoup, mais effectivement... en fait, on travaille dans 2 directions. Notre axe qui est devenu principal depuis le premier confinement, parce que c'est quand même celui qu'on a pu développer le plus aisément dans ce contexte-là, c'est vraiment de faire du lobbying, de la sensibilisation et de la formation auprès des marques de prêt-à-porter, de façon à bien leur apporter la connaissance de cette clientèle oubliée de leur part pour qu'ils puissent donc intégrer ces différents besoins et dans l'accompagnement et le conseil et aussi dans la création vestimentaire. Ensuite, alors justement, comment est-ce qu'on les sensibilise, est-ce qu'on les forme? C'est en leur apportant du concret. Donc le concret, c'est quelles sont les problématiques de santé Donc pour cela, on travaille. Alors comme on l'a fait sur le syndrome d'Ehlers dans l'os, depuis on l'a développé sur d'autres pathologies. On travaille de façon très méthodique. Tout d'abord, on se renseigne sur une pathologie ciblée. Là, on avait choisi le syndrome d'Ehlers dans l'os au départ parce que c'est une maladie qui est extrêmement intéressante en ce sens qu'elle cumule tellement de symptômes différents que du coup, c'est une sorte de maladie générique. C'est difficile pour les personnes qui en sont atteintes, mais c'est une sorte de maladie générique qui permet d'identifier un tas de problématiques. Ce sont des personnes qui... Alors cette maladie-là, peu de gens la connaissent, mais c'est ce qu'on appelle aussi la maladie de l'hyperlaxité. Donc ce sont des personnes qui peuvent qui peuvent effectivement... C'est une maladie du collagène aussi, une production de collagène dans le corps. Donc ce sont des personnes qui peuvent se froisser une épaule, voire se faire une entorse, rien qu'en enfilant un gilet ou un pull. C'est assez compliqué. Souvent, ce sont des personnes qui portent donc des vêtements compressifs sur une partie, voire sur tout le corps. Donc ça fait quand même une sous-couche sous l'habillement. Ce sont des personnes qui ont des sensibilités cutanées très fortes, qui peuvent avoir, comme on le retrouve dans d'autres pathologies aussi, des gonflements du ventre assez importants entre le matin et le soir, donc c'est compliqué, qui ont des problèmes d'équilibre, donc ça impacte aussi sur quand on s'habille, s'habiller assis, mais aussi, on évite peut-être de mettre le pantalon patte d'éléphant, des vêtements trop flous quand on a ces problèmes d'équilibre-là. Enfin tout ça, ce sont des symptômes, et il y en a certainement plein que j'oublie encore, qui ont un impact important sur l'habillement. Donc on s'est dit qu'en étudiant cette pathologie-là, on aurait une vision un peu panoramique de pas mal de problématiques. Et effectivement, les maladies qu'on étudie depuis recoupent en certains points aussi cette pathologie-là. Alors, notre façon de travailler, c'est d'abord de nous renseigner très à fond sur la pathologie que l'on cible, d'en détecter tous les symptômes, de nous rapprocher de personnes du corps médical, des kinés, des ergos, des médecins, de façon à bien comprendre comment ça fonctionne tout ça, et ces symptômes, d'où ils viennent, et comment ça se traduit dans la vie quotidienne des personnes, etc. Ensuite, on se rapproche des associations de patients de la maladie ciblée pour avoir des échanges, leur retour d'expérience. Souvent, ils connaissent les choses vraiment à fond et c'est vraiment intéressant d'avoir un partenariat avec eux et ces échanges-là. Et ensuite, on prépare une enquête qu'on fait valider donc par le corps médical et par les associations de patients. Une enquête pour bien comprendre quelles sont les difficultés, les besoins non satisfaits, les besoins bien satisfaits, les pratiques d'habillage, de shopping, etc. des personnes concernées. Et on essaie d'interroger au moins 200 personnes pour que cette enquête-là
ait une certaine valeur, ou voilà, qu'on puisse en tirer vraiment des éléments intéressants et qui reflètent une réalité. Et à partir de tous ces éléments-là, on construit une sorte de cahier des charges. Donc le livre qu'on avait sorti, effectivement, c'était un retour de cette enquête. Maintenant, plutôt que de faire des livres, on s'est dit qu'on allait plutôt fabriquer des modules de e-learning. Ça va être plus vivant. Ça permettra, au lieu de présenter des camemberts, de peut-être présenter plutôt des films, des témoignages, des personnes en action. Donc on est en train de travailler sur des maquettes là, pour du e-learning, de façon à passer toutes ces connaissances, ces retours d'expérience aux marques, mais pas que. Le but, c'est aussi d'avoir plusieurs portes d'entrée dans ce e-learning pour que des vendeuses puissent y trouver leur compte et bien comprendre, par exemple, avant Octobre Rose, comment on s'habille quand on a eu un cancer du sein. Donc ça peut être pas mal, pour les stylistes aussi. Mais le corps médical aussi est très intéressé parce que, et aussi dans les associations de patients, ils sont super sollicités par leurs adhérents ou leurs patients sur des questions d'habillage. Et c'est quelque chose sur lequel ils sont complètement démunis. Ils savent pas, ils ont une approche du corps qui fait qu'ils n'ont pas cette ouverture-là, ni ces connaissances-là. Il n'y a pas de pont entre le milieu de la mode et le milieu médical à l'heure actuelle. On est un peu les premiers, on est un peu les pionniers sur ce sujet-là. Donc nous, l'objectif, c'est vraiment de fabriquer des cahiers des charges qui sont la base d'un enseignement qu'on va leur passer à tous par l'intermédiaire de ce e-learning qui va nous permettre d'avoir un impact démultiplié. Parce que nous, on est une petite structure, donc le numérique va vraiment nous aider à parler à plus de monde. Et donc du coup, c'est vrai que votre livre S'habiller avec un syndrome d'Ehlers dans l'os, c'était donc un peu un pilote. Oui. Du coup, qui est-ce que vous avez pu toucher justement avec ce livre ? Est-ce que justement, parce qu'on voit bien effectivement que votre mission est très très importante, est-ce que les marques sont réceptives ? Comment vous vous organisez justement pour approcher ces marques, pour réussir à les sensibiliser à toutes ces questions de manière assez pragmatique en fait? Oui, alors en fait on pourrait dire que quelque part on a un petit décalage, nous, c'est qu'on est une petite structure qui fonctionne avec peu de moyens, que des bénévoles, etc., mais des passionnés par contre. Oui. Donc, et on a vraiment une expertise qui commence à être sacrément solide, dont on est très fiers parce qu'en plus on part de rien. Donc on a beaucoup de choses à communiquer. C'est pour ça que je pense que nos modules de e-learning vont être plutôt riches et intéressants. Alors, après, j'ai oublié la question. Non, la question, c'était comment justement, cette expertise-là, vous arrivez à la promouvoir auprès des marques. Oui. Comment vous arrivez à diffuser, justement. Alors, effectivement, le numérique est d'une grande aide dans ces cas-là. Mais jusqu'à présent, comment vous avez réussi à toucher des marques pour les sensibiliser justement à ces sujets très importants? Alors ça, c'est pas si simple parce qu'effectivement, c'est pas trop dans notre ADN. Nous, on est passionnés par ce qu'on fait, par la recherche, par le fait de rentrer un peu dans l'intimité des personnes pour comprendre leurs problématiques quotidiennes. Il y a des personnes pour lesquelles, quand elles se lèvent le matin, l'habillage... c'est un sport, quoi. Et de savoir pourquoi c'est un sport et comment on pourrait les y aider, nous, ça nous passionne vraiment. Après, vendre notre expertise, on n'est pas spécialement fort pour ça. Donc pour l'instant, on a eu la chance que ce sont plutôt des marques qui sont venues à nous. D'accord. Elles ne sont pas hyper nombreuses, par contre, il y en a quelques-unes, donc on a essayé d'approcher. Alors en leur faisant un peu des clins d'œil, par exemple avec des posts sur les réseaux sociaux, où on repère un vêtement très bien chez telle marque et du coup on tague la marque en disant ce vêtement-là est vraiment bien pour tel profil. Parfois ils ont réagi au bout de X fois qu'on les avait tagués. C'est comme ça que Promode est venu à nous d'ailleurs. Mais donc c'est un travail long. Oui. Et surtout je pense qu'il y a vraiment un écart culturel énorme entre l'industrie de la mode et le médical. Donc pour l'instant, ils restent assez sceptiques. Leur approche du corps est vraiment très très éloignée de celle que l'on amène. Voilà. Mais c'est en train de changer. On le voit avec les stylistes de Chantel, les stylistes de Promode. Donc ça, c'est deux marques avec lesquelles vous travaillez. Avec lesquelles on travaille, tout à fait. Pour toutes les stylistes, là, c'est vraiment un défi que de pouvoir répondre justement à un cahier des charges un peu resserré. Ça permet finalement d'être plus créatif quand on a un cadre qui est comme ça bien déterminé. La contrainte, elle stimule effectivement la créativité beaucoup. Et oui, et en plus là, il y a le sens qui s'y ajoute. C'est là, on va habiller des femmes ou des hommes qui
qui en ont besoin, qui ont du mal à trouver. Et puis, on leur donne conscience aussi de la portée thérapeutique du vêtement, qu'on a commencé à aborder tout à l'heure. Effectivement, s'habiller, c'est une façon de se réapproprier son corps, tout à fait. Après qu'il ait été parfois un peu maltraité par l'accident, par les soins, etc. Donc, c'est une façon de réhabiter son corps. Tout à fait, c'est-à-dire que ça ne soigne pas la cause, effectivement, mais en tout cas, ça accompagne dans la convalescence et comme vous disiez, dans la réappropriation du corps. Oui. C'est sûrement assez manifeste. Dans le cas du cancer du sein. Donc peut-être on peut en dire quelques mots aussi, puisque j'imagine que c'est une des pathologies sur lesquelles vous avez aussi travaillé. Oui, tout à fait. On peut dire qu'on connaît très très bien la maladie, effectivement. Oui, c'est très important pour ces femmes de se réapproprier leur corps parce qu'il y a eu comme une mutilation du corps. C'est comme ça qu'elles le vivent, avec l'ablation totale ou partielle d'un sein. Et ça pose ça transforme complètement la silhouette. Donc effectivement, après, quand elles vont en boutique, et qu'elles présentent, qu'elles expliquent, parfois elles disent qu'elles ont eu un cancer du sein à la vendeuse, surtout quand c'est Octobre Rose, là, elles osent un peu plus en parler. Mais voilà, en face, souvent la vendeuse ne sait pas que du coup, il y a des difficultés avec le col. Voilà, les femmes ont besoin de choisir un col qui va bien cacher la cicatrice, ou que quand elles vont se pencher, on ne va pas voir qu'elles ont un soutien-gorge avec une prothèse dedans, etc. Elles vont rechercher aussi des motifs, par exemple, qui vont un peu flouter cette éventuelle dissymétrie mammaire qu'il peut y avoir, parce que même quand c'est quelque chose, on ne s'en rend pas compte, mais même quand une personne porte une prothèse du sein, le volume n'est pas tout à fait le même que l'autre sein, et surtout la réaction n'est pas la même. Quand on se penche, on a un sein qui est plus mou, l'autre qui reste dur, donc c'est pour ça qu'elles cherchent aussi parfois des petits volants, des choses devant qui vont un petit peu cacher tout ça. Souvent, ce qu'on ne sait pas aussi, c'est qu'elles ont un bras qui a gonflé, parce que bien souvent, l'opération du sein s'accompagne de retrait de ganglions sous les selles, et ça génère ce qu'on appelle un lymphœdème du bras. Et quand on doit s'habiller avec un bras qui gonfle plus ou moins, qui peut avoir une différence de volume entre le matin et le soir, là, il faut choisir aussi le vêtement avec une emmanchure, une manche, qui vont nous mettre suffisamment à l'aise. Et elles ont aussi une amplitude articulaire très réduite au bras, avec des douleurs, donc il faut aussi pouvoir passer le bras dans l'emmanchure sans lever le bras trop haut, etc. Enfin, c'est un tas de contraintes pour lesquelles il y a des réponses qui existent déjà dans le prêt-à-porter. Bien sûr, mais il faut savoir les orienter vers justement les bons vêtements. C'est ça, parce que le shopping, sinon, c'est pas une partie de plaisir, c'est compliqué. Et ça renvoie en plus à quelque chose de très douloureux, forcément. Oui. Et il y a une problématique aussi sur la lingerie. Vous disiez que vous travaillez avec Chantel, c'est ça ? Oui, tout à fait. Là, avec Chantel, c'est pas trop sur le cancer du sein. D'ailleurs, c'est surtout avec la marque Darjeeling que l'on travaille. D'accord. Avec Sandrine Bettencourt, qui est la directrice de la marque et qui est vraiment quelqu'un d'hyper impliqué à nos côtés, de formidable, vraiment, qui partage complètement nos valeurs. Et ça, c'est vraiment top. On ne s'attendait pas à trouver quelqu'un d'aussi impliqué dans une marque de lingerie en plus, parce que le rapport au corps, il est particulier aussi dans la lingerie. Oui. Et on a beaucoup travaillé, on continue ce travail d'ailleurs, déjà sur un soutien-gorge qui se fermerait devant d'une seule main, par exemple. Ils sont toujours en train de travailler sur des prototypes, mais on commence à avoir des choses vraiment sympas qui sortent. Et puis, il y a aussi une problématique sur laquelle on a travaillé, c'est justement sur le syndrome d'Ehlers-Danlos. Comme je le disais tout à l'heure, les femmes concernées, elles portent souvent des vêtements compressifs, donc des compressifs médicaux sous leurs vêtements. Et il se trouve que sous ces vêtements compressifs, normalement, on ne peut pas porter de lingerie. Sauf que la plupart de ces femmes ont une peau tellement sensible qu'elles sont allergiques à la matière dont sont composés ces compressifs. Alors du coup, on a travaillé sur des possibilités de lingerie presque insensibles, enfin tellement fines et tellement douces. Hyper hypoallergéniques. Voilà, exactement. Et il y a des choses qui commencent à être vraiment intéressantes chez Chantel de ce côté-là, quoi. Enfin, chez Darjeeling plus précisément. Voilà, ne serait-ce que leur gamme Soft Stretch, déjà, elle est assez satisfaisante. Pas mal de femmes l'ont porté sous leur compressif et du coup, ça se supporte très bien. Voilà, c'est bon, donc c'est bien, ça fait une sous-couche à la sous-couche. C'est ça, et puis
au moins ça prouve effectivement que ça avance, même si, comme vous disiez, ça avance pas aussi vite qu'il faudrait, mais en tout cas il y a des avancées, il y a des marques qui se saisissent de ce sujet-là. Mais par exemple, Soft Stretch, ça existait déjà cette gamme-là, hein. C'est pas nous qui l'avons inventé. Mais du coup, ce qui est important, c'est que nous on a apporté la conscientisation qu'il y avait en France, quand même, cette maladie-là, elle touche 500 000 femmes en France, quasiment que des femmes, donc c'est quand même énorme, c'est quand même du monde derrière. On a pu les conscientiser des problématiques quotidiennes d'habillage de ces personnes-là, et puis voilà, leur expliquer que dans leur lingerie, il y avait déjà des pièces qui existaient, qui pouvaient être satisfaisantes et qu'il serait bon de promouvoir auprès de ces personnes-là qui cherchent des solutions et qui ne savent pas qu'elles existent. Voilà, il y a vraiment une histoire de lien, de pont, de communication à faire. Tisser des liens et construire des passerelles entre... Il faut que les marques, elles osent parler aux personnes qui ont une problématique de santé. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, c'est pas dans leurs valeurs. Leur valeur, c'est de parler hédonisme, légèreté, look, fashion, style, etc. Mais il faut aussi qu'elles osent poser aux personnes qui ont une problématique de santé. J'en parlais dernièrement à une marque homme. Je lui proposais de travailler avec nous sur la chemise de l'homme ayant la maladie de Parkinson, puisqu'on commence à travailler dessus. Et qui en fait était réticente pour des problèmes d'image, qui me disait oui, mais on veut rajeunir l'image de la marque, etc. Mais je lui ai dit, moi je pense que justement, si vous voulez attirer même les hommes jeunes, ils seront très touchés par le fait que vous vous préoccupiez de la façon dont son grand-père peut s'habiller. Donc je crois que c'est important, il ne faut pas avoir peur de ça maintenant. Il ne va pas y avoir de problème d'image parce qu'on parle de problématiques de santé. Au contraire, on aura, je crois, l'image d'une marque qui est responsable, qui se préoccupe des vrais gens et qui a envie d'habiller les vrais gens et non pas de créer des vêtements qui ne servent qu'à une forme de communication. Voilà, vraiment habillé, quoi. Revenir aux fondamentaux. Comme dit Audrey Millet, fabriquer le désir, ce qui est la fonction entre guillemets première de la mode aussi, mais c'est vrai qu'il y a aussi le habiller les corps, et donc la notion d'usage, elle revient vraiment avec ce que vous faites, et effectivement c'est fondamental, même si on voit bien qu'effectivement il y a encore pas mal de travail. Là on est sur un salon entièrement dédié à la mode responsable et engagée, et c'est vrai qu'on voit peu d'initiatives en lien avec l'inclusivité vestimentaire sous l'angle du handicap. Donc voilà. Oui, tout à fait, mais c'est parce que c'est pas simple. C'est parce que c'est pas simple, et comme vous dites, c'est pas forcément dans l'ADN de la mode au départ, alors que pourtant l'habit, il est là pour protéger le corps, hein, donc. C'est ni dans l'ADN de la mode, ni dans l'ADN, on peut dire, du secteur du handicap, puisqu'ils ont une approche du corps qui, du coup, est très mécanique, très médicale. Et voilà, c'est dans l'ADN de personne, donc il y a un moment où il faut rassembler la glace et c'est ça aussi, créer une mode plus inclusive. Oui. Du coup, pour terminer, alors j'ai deux questions. La première, effectivement, vous avez parlé là de vos études récentes, notamment sur la maladie de Parkinson. Est-ce que vous avez d'autres projets en cours, des choses à annoncer qui... Alors, la maladie de Parkinson, je veux bien annoncer qu'on cherche une marque de mode, surtout masculin, pour travailler dessus. Enfin, c'est intéressant pour les femmes aussi, mais voilà, parce que là aussi, il y a un tas de problématiques qui se posent, hein, en termes de posture, en termes de coordination pour les boutonnages, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses. C'est toujours beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine, mais on a travaillé aussi sur le lymphodème, mais on n'a pas tout à fait terminé. Alors là, le lymphodème du bras pour le cancer du sein, mais aussi le lymphodème des membres inférieurs, voilà, qui doit toucher, je crois que c'est à peu près 50 000 personnes ou 60 000 personnes en France. C'est pas évident, hein, de s'habiller quand on a une jambe qui fait le double du volume de l'autre. Et pourtant, moi j'ai croisé plusieurs personnes qui avaient ce problème-là. Je ne l'aurais pas soupçonné, je le sais après coup seulement quand elle se confie à moi. On veut travailler aussi sur l'habillement avec une sclérose en plaques. En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est toujours de travailler sur des pathologies qui vont nous apprendre quelque chose de nouveau. Donc, on a vu des problèmes moteurs au départ. On voit aussi les problèmes fonctionnels. On a vu des problèmes sensoriels aussi, notamment avec le syndrome d'Ehlers dans l'os aussi. Et voilà, là, on veut aller voir aussi tout ce qui est maladie neurodégénérative. Donc avec la maladie de Parkinson, aussi, la sclérose en plaques, des problèmes cognitifs du coup aussi. Voilà, on essaie de travailler sur tout ça de façon à avoir une vision panoramique des choses et pouvoir faire justement des formations qui abordent. Ça c'est la prochaine étape. Et vous espérez pouvoir sortir les premières prochainement ?
Alors prochainement, il faut... Non, comme on fait tout sans réel financement, oui, du coup, même si on a la Fondation de France, par exemple, qui nous a accompagnés dernièrement, et ça, c'est vraiment chouette, on a beaucoup d'outils à fabriquer. En ce moment, on a une application mobile en préparation. Je pense qu'on en a pour une année encore. J'espère qu'on pourra sortir la version cancer du sang pour Octobre Rose prochain, mais j'en suis pas encore certaine. J'espère, on va tout faire pour. Ok. Et donc le e-learning, oui, je pense qu'il faut compter peut-être 8 mois aussi avant qu'on ait quelque chose de prêt. En 2022. Oui, c'est ça. On va dire que sur 2023, pour nous, c'est une année... c'est le feu d'artifice. Okay. Ça, c'est clair, on va sortir beaucoup de choses. Voilà, pour l'instant, on continue donc à travailler plutôt les choses qui ne se voient pas trop. Voilà, la recherche et le développement, l'expertise, donc la formation sous forme d'ateliers de recherche-action, comme on le fait avec Promode et avec Darjeeling. Voilà, on travaille pour l'instant de cette façon-là, en attendant que nos outils numériques soient prêts et qu'on puisse passer à autre chose. Mais nous, on est très preneurs, dès à présent, de partenariats pour déjà communiquer notre savoir et aussi pour justement cette future application mobile. On va avoir besoin de l'alimenter avec des vêtements issus de marques partenaires. Donc, on peut déjà nous commencer à nouer des partenariats avec des marques pour préparer tout cela. Et donc, pour suivre vos actualités, on va suivre tout ça de très près. Vous avez un site internet ? Oui, on a 2 sites internet. En attendant l'application mobile aussi. C'est ça. En fait, tout est sous le nom de Bien Apporté. Nos réseaux sociaux, que ce soit Facebook, pas Instagram... Cover, pas l'association Cover, mais Bien Apporté. Ouais, voilà, Bien Apporté en 3 mots, donc. Pour le reste, pour le site, on a un site qui s'appelle bienapporté.com. Alors ça, c'est une sorte de réseau social qu'on a lancé malheureusement juste avant le premier confinement. Donc du coup, mais en fait, c'est un réseau social où toutes les personnes qui ont envie de parler d'un vêtement qu'elles ont trouvé chouette malgré leur problématique de santé et facile à utiliser pour d'autres personnes ayant la même problématique, elles peuvent l'échanger sur ce site-là. Je pense qu'on va l'intégrer à notre appli par la suite. C'est pour ça que pour l'instant, on n'en parle pas beaucoup, mais en tout cas, il est utilisable. Et on a un autre site qui s'appelle blog.bienapporté.com. Et là, en fait, ce sont plutôt des articles de veille qu'on fait quand on voit des initiatives intéressantes, des personnes qui partagent les mêmes valeurs que nous. On les valorise avec plaisir sur ce blog. Ça nous permet aussi de faire une veille et d'aller trouver aussi de futurs partenaires donc pour les autres activités que l'on développe. Et justement, ma dernière question pour conclure, est-ce que vous avez justement des recommandations à faire à nos auditeurs de lecture, de documentaires sur ces sujets-là ? Alors, peut-être des choses que vous avez déjà mises en avant sur votre blog, qui est déjà, je pense, une bonne source d'informations. Oui. Mais voilà, alors, si vous avez en tête, alors peut-être pas... Alors, des recommandations, je ne vois pas exactement ce que tu veux dire par recommandation, mais moi, il y a une chose que je rêve... C'est-à-dire des films des documentaires à recommander, des lectures à recommander. Ah oui, alors là, sur ce sujet-là, ça ne va pas être évident parce qu'il n'existe pas grand-chose. Ou même, donc, de manière plus générale, sur le vêtement, sur la mode. En tout cas, moi, j'adorerais une chose, c'est qu'il existe, par exemple, une émission de télé ou un journal... ou un podcast, ou voilà, mais qui se consacre justement à valoriser, comme nous on essaie de le faire, des vêtements. J'imagine, je pense à une vieille émission des années 80 qui s'appelait Froufrou. Eh bien, j'imagine bien une chronique façon Froufrou où on amène plusieurs fringues en disant, voilà, on a repéré, il y a telle fringue chez telle marque, et Cécile, qui est hémiplégique, a réussi à l'enfiler très facilement. C'est une vêtement très confortable, voilà, et tel autre vêtement qu'on a trouvé chez telle marque qui a tel et tel atout pour une personne ayant une sclérose en plaques. Enfin, je pense que, en fait, changer la donne, changer la perception que l'on peut avoir de la maladie par rapport à l'habillement, etc. La mode peut être un super média pour sensibiliser et, on va dire, normaliser le rapport à la maladie et au handicap. Donc, ce serait pas mal, en fait, d'utiliser ça pour en faire peut-être des émissions, des articles, des documentaires, voilà.
Tout à fait, voilà oui, parce qu'on voit effectivement que c'est tout nouveau, comme vous le disiez. Et en tout cas, ça rejoint exactement ce qu'on défend nous, donc avec le podcast Qu'est-ce que la mode et la revue Unmade, puisque on considère qu'il faut aussi changer la façon dont les médias parlent de mode et de vêtements. Et c'est pour ça qu'on était vraiment très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Merci beaucoup Muriel. Et Merci donc beaucoup, toutes les actualités à suivre sur les réseaux sociaux, donc bien apportées, et sur votre site et votre blog. Merci à tous. Merci Cécile, merci.